Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Message de solidarité du président de la République à son homologue turc. Aux nouvelles mondiales, au Moyen-Orient, les frappes israéliennes ont fait 19 morts en 24 heures. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a exprimé son soutien et solidarité à son homologue turc, M. Recep Tayyip Erdogan, suite à l'attentat perpétré hier mercredi dans ce pays frère et ami. Les commanditaires et exécutants de cet acte terroriste ont voulu, à travers le ciblage de structures phares du dispositif de dissuasion de votre pays, s'aimer le doute sur l'état réel de la Turquie à protéger ses sites les plus symptomatiques, les plus stratégiques, a fait observer le président Guelleh. Mais il s'agit là d'un objectif voué à l'échec, tant il est vrai que la Turquie est notoirement connue pour sa propension à faire valoir une sûreté pleine et entière sur toute l'étendue de son territoire, a souligné le chef de l'État djiboutien. Soyez sûr, Monsieur le Président, que la République de Djibouti n'aura de cesse d'apporter toujours son appui à la nation sœur de Turquie dans sa quête légitime à mettre hors d'état de nuire tous les détracteurs contre-productifs à sa paix et à sa sécurité, a dans le même document noté son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, réitérant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa sympathie et compassion à l'ensemble du gouvernement et du peuple frère de Turquie. L'Agence nationale pour la promotion de la culture reçoit un premier lot de versement des archives de la Poste de Djibouti. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a organisé ce jeudi 24 octobre une cérémonie de réception et de transfert du premier lot d'archives de timbres de la Poste de Djibouti au département des Archives nationales. Ont participé à cet événement la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumen Assowe, le directeur général de la Poste de Djibouti, M. Bahran Ali Medel, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Douali, la conseillère technique de la ministre, Mme Medina, ainsi que des hauts cadres de l'ANPC et les archivistes du département des archives. La Poste de Djibouti devient ainsi la seconde institution à honorer ses engagements en faveur de la préservation du patrimoine historique après le versement de 2 lots d'archives du journal officiel par la présidence grâce à une collaboration étroite avec le secrétariat général du gouvernement. Ce nouveau transfert est une contribution significative à la protection de nos archives de valeur historique et la ministre a encouragé les autres institutions à suivre l'exemple et honorer le devoir de conservation des patrimoines nationaux. La cérémonie s'est achevée sur un moment solennel avec la signature officielle des bordereaux d'un premier lot de versement par le directeur général de la Poste de Djibouti et le directeur général de l'ANPC, acte symbolique et formel qui scelle ainsi ce transfert historique. Cette signature réalisée en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture traduit la volonté conjointe des institutions de préserver et valoriser le patrimoine national djiboutien. Le directeur général de l'ANPC a ouvert la cérémonie en rappelant les engagements de l'ANPC à œuvrer activement pour la valorisation du patrimoine national. Je souhaite la bienvenue aux Archives nationales de Djibouti pour cette cérémonie marquant le versement d'un lot exceptionnel d'archives définitives de timbres couvrant plus d'un siècle de 1920 à 2024. Je tiens à remercier chaleureusement Madame la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son engagement indéfectible en faveur de la préservation de notre patrimoine culturel. Son soutien continu nous inspire dans notre mission de sauvegarde de l'histoire nationale. Mes remerciements vont également à Monsieur le directeur général de la Poste de Djibouti, dont la collaboration a été déterminante pour ce transfert. Ces archives ne sont pas seulement des documents administratifs, mais des témoins précieux de notre passé postal et de l'évolution de notre nation. Cette journée marque une étape importante de notre mission commune de préservation de la mémoire collective. Grâce à nos efforts conjoints, ces archives seront non seulement préservées, mais aussi valorisées pour les générations futures. Le directeur général de la Poste de Djibouti a ensuite pris la parole, mettant en avant la valeur patrimoniale, culturelle et sociétale de ces timbres. Donc c'est avec une grande fierté et une profonde émotion que la Poste de Djibouti aujourd'hui s'installe aux Archives nationales
en versant des pièces d'une valeur d'abord inestimable pour les postiers, mais aussi inestimable pour les Djiboutiens, qui sont d'une valeur importante pour le patrimoine national. Ce sont des timbres qui sont témoins d'une époque qui est peut-être revoulue, mais qui est toujours dans la mémoire de certains. Et c'est une preuve du lien indéfectible entre les Djiboutiens et leur passé et peut-être leur avenir. À travers ces objets, nous rappelons notre mission, celle d'être au service des échanges humains, économiques et culturels. Ce patrimoine que nous préservons aujourd'hui est une reconnaissance de notre rôle dans le développement du pays et un hommage à ceux qui ont façonné cette institution avec vision et détermination. Mais ce regard vers le passé n'est pas un retour nostalgique. Il nous inspire à aller de l'avant, à nous réinventer tout en conservant ces valeurs fondamentales de fiabilité, d'innovation et de qualité de service qui ont fait notre force depuis plus d'un siècle. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes, et en premier Madame la Ministre qui a motivé les postiers il y a de cela quelques mois en leur demandant d'être à leur tour aussi contributeurs des archives nationales. Juste après les propos du directeur général de la Poste de Djibouti, M. Barhane Ali Medel, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a pris la parole en saluant l'initiative exemplaire de la Poste de Djibouti. Avec beaucoup de joie que donc je me tiens devant vous aujourd'hui pour présider cette cérémonie de réception des archives de la Poste de Djibouti. Un événement qui est quand même important, puisque là nous sommes lancés dans les différents versements, et donc on peut dire que vous êtes le deuxième, donc c'est important pour moi d'être là, pour encore dire, voilà, la caravane s'est mise en route, maintenant on va attendre les différents versements. Les archives que nous recevons aujourd'hui, couvrant plus d'un siècle d'histoire, sont des témoins inestimables de l'évolution de notre nation, de l'époque coloniale à notre République moderne. Elles reflètent les changements politiques, économiques, sociaux qui ont façonné notre pays et retracent le parcours de Djibouti à travers ces timbres postaux, véritables ambassadeurs, je le disais tantôt, de notre histoire sur la scène internationale. La Poste de Djibouti, à travers ses archives, contribue aujourd'hui à l'enrichissement de notre mémoire collective. Cet acte de transmission, scellé par la signature officielle du bordereau de versement, témoigne de l'importance que nous accordons à la préservation de nos documents historiques. Ces archives philatéliques viennent s'ajouter à un fonds, comme je le disais, récemment renforcé par les premiers versements d'archives définitives de la présidence de la République. Donc je tiens à remercier encore M. Almis, le secrétaire général du gouvernement. Ils ont promis de faire 3 lots, donc on en a eu un en février 2024 et on a eu un autre en septembre 2024, donc nous attendons impatiemment le 3e. Et donc c'est des moments qui sont très marquants et qui montrent la nouvelle dynamique dans la gestion et les traitements des archives. Il faut qu'on puisse transmettre ce message. Les archives sont en traitement, en gestion. Mieux encore, ils vont être versés pour versement et pour études. Notre pays est engagé, en effet, dans une véritable réforme de ses politiques en matière de gestion des archives, comme en témoigne la signature du décret numéro 2024-248 du 30 septembre 2024. Ce décret établit un cadre juridique rigoureux pour garantir la préservation, l'accessibilité et la valorisation de notre patrimoine, qu'il soit public ou privé. Ce texte renforce non seulement le mécanisme de collecte et de conservation, mais il clarifie également les responsabilités de chaque acteur, des administrations ou détenteurs d'archives privées. À travers ces cadres, nous visons à protéger notre héritage documentaire pour les générations futures et assurer un accès transparent et organisé à ces documents essentiels à la compréhension de notre histoire. S'approprier nos archives, c'est aussi réécrire nos narratives, c'est l'affaire de tous et c'est très important de le dire. Donc ensemble, nous allons pouvoir répondre à ces grands défis qui est très important pour le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour qui les archives, ce n'est pas seulement un bâtiment, ce sont vraiment des documents, c'est pouvoir disposer de son histoire pour pouvoir avancer. Et donc ça, c'est très important. Autre actualité de ce journal, hier, jeudi 24 octobre 2024, la République de Djibouti a célébré la journée des Nations Unies au Palais du Peuple, lors d'un événement organisé par les différentes agences onusiennes présentes dans le pays. La cérémonie a rassemblé des personnalités de premier plan, dont l'ambassadeur Guelleh Idriss Omar, directeur des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, M. José Ba.
Barahona, entouré des diplomates et des représentants de la société civile. À l'issue de la cérémonie officielle, le public a été invité à participer à une journée porte ouverte où plusieurs stands ont été installés par les agences onusiennes pour permettre aux citoyens de mieux comprendre les actions de l'ONU à Djibouti. Le Programme alimentaire mondial, PAM, a présenté ses efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire et répondre aux crises humanitaires dans la région. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a pour sa part mis en avant ses initiatives de vaccination et de renforcement des systèmes de santé publique. Le Fonds des Nations Unies, l'UNFPA, a sensibilisé le public sur les questions de santé reproductive et les droits des femmes, tandis que le Programme des Nations Unies pour le développement a partagé ses projets visant à promouvoir l'autonomisation des jeunes et le développement durable. L'organisation, l'UNESCO, a mis l'accent sur ses programmes d'amélioration de l'accès à l'éducation et la préservation du patrimoine culturel, et l'organisation, l'OIM, a présenté ses efforts de gestion d'immigration et d'assistance aux migrants et réfugiés. Il a dit que les Nations Unies ont été créées par le monde, pour le monde, depuis 1945. Elles permettent aux pays de faire cause commune pour trouver des solutions mondiales à des problèmes mondiaux. En effet, nous constatons que face aux défis globaux comme le changement climatique ou les conflits à travers le globe aujourd'hui, il est plus que jamais essentiel pour les pays du monde de travailler ensemble pour trouver des solutions globales à problèmes globaux. Ensuite, l'ambassadeur Guélé Idriss a indiqué dans ses propos que cette journée a offert au public djiboutien une occasion unique de dialoguer directement avec les représentants des différentes agences onusiennes. De l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945 est célébrée chaque année partout dans le monde. C'est ainsi l'occasion de réaffirmer les buts et principes de cette charte pour un monde meilleur. Je saisis cette occasion pour exprimer combien le gouvernement de la République de Djibouti se réjouit de la tenue du sommet de l'avenir en septembre dernier, en marge de la 79e session de l'Assemblée générale. Ce sommet a abouti avec l'élaboration du pacte numérique mondial et de la déclaration sur les générations futures qui ouvre de nouvelles voies pour élever efficacement les défis actuels et futurs. Mesdames et messieurs, les grands chocs mondiaux tels que le Covid-19, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, les crises climatiques, énergétiques, alimentaires, économiques et financières mettent nos États et institutions communes à rude épreuve. Face à ces défis complexes et intriqués qui font peser des réelles menaces sur notre planète et l'humanité, il est impérieux de repenser l'action multilatérale dans une parfaite solidarité si nous voulons les relever efficacement. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le rapport du secrétaire général des Nations Unies intitulé « Notre programme commun », produit à la demande des États membres des Nations Unies. Il est l'heure de l'appel à la prière de cela. Météo à présent, où les pluies saisonnières reprennent dans notre pays, notamment dans la capitale et dans certaines régions comme Obok. Depuis hier soir et ce matin, les précipitations légères ont arrosé la capitale et ses périphériques. Ces pluies, accompagnées de vents parfois, ont adouci la température dans la capitale avec quelques flaques d'eau visibles dans certaines artères, surtout dans le secteur du Héran. Le ciel reste toujours couvert et le risque de nouvelles précipitations ne sont pas écartés. La région d'Obok a été frappée également par des précipitations sur le long du littoral ce matin, selon la préfecture d'Obok. Certains quartiers sont inondés avec 43 mm et la localité de Korangar a reçu 12 mm. Ce matin, à 10h45, l'oued de Sadaï était en crue au niveau de Alat Ela. La circulation routière entre Obok et Tadjoura était perturbée. La régulation était assurée par la brigade de gendarmerie d'Obok.
C'est dans le cadre des festivités de commémoration de la deuxième anniversaire, dixième anniversaire de l'ONG SOS Village d'enfants Djibouti. L'ONG a organisé hier soir un fashion show attirant une foule de fans de la mode, des membres du gouvernement, les partenaires du SOS Village d'enfants de Djibouti ainsi que des acheteurs potentiels des vêtements Made in Djibouti exposés à cette occasion. Le spectacle de la soirée a débuté dans une ambiance conviviale animée par les stars de la chanson djiboutienne, à savoir notre grand chanteur Issa Habibi et la star de la chanson Afar Adero, issu de troupe 4 mars, suivi des jeunes artistes où certains d'entre eux se sont démarqués sur le grand écran de la RTD lors du concours de Djib Talent édition 2023. Toujours dans cet orchestre musical, plusieurs jeunes équipes de la danse moderne se sont succédées sur la scène pour exposer leur talent et ont impressionné la foule. La musique a laissé la place au défilé de mode, une ambiance électrisante et les modèles, hommes et femmes, ont défilé avec grâce et assurance dans des tenues toutes plus colorées les unes que les autres. Les tissus luxueux, les coupes élégantes et les motifs audacieux ont été présentés avec brio, laissant une impression durable dans l'esprit des spectateurs. Le moment fort de cette soirée a été lors du tirage au sort d'une tombola organisée à cette occasion. À la fin de la cérémonie, plusieurs lots ont été remis aux gagnants de cette tombola. À la fin de cet événement grandiose, le directeur national du SOS Village, M. Omar Tilleta, a réagi sur le micro de la RTD pour remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à cette initiative. Je suis très heureux de me retrouver ce soir à la célébration du 10e anniversaire pour célébrer 10 ans d'activité, 10 ans d'existence sur le territoire national en protégeant la politique de la protection de l'enfant. Nous sommes très heureux de célébrer 10 ans parmi nos familles, nos enfants. Je voudrais remercier sincèrement le gouvernement, en particulier le ministère de la Femme et de la Famille, ainsi que nos partenaires, nos bailleurs de fonds et toute personne volontaire qui a pu aujourd'hui participer de loin ou de près, qui a su donner de leur patience, de leur temps, de leur cœur, mais aussi de leurs moyens financiers. Et je suis très heureux que ce cocktail de bienfaisance que nous avons célébré en présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Son Excellence Mme Mouna Ousmane, et ainsi que tous les collaborateurs et partenaires des entreprises privées, des sponsors de nos partenaires, qui ce soir a eu un impact très important pour un événement qui nous a coûté 0 francs. Nous avons pu récolter une somme importante que nous allons directement reverser dans les besoins les plus importants des enfants qui sont en besoin. Et je suis très heureux et je voudrais dire merci à vous tous. Dans la journée du mercredi 23 octobre 2024, le colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli au camp des Doralé le général de brigade aérienne Sébastien Valette, commandant des forces armées françaises stationnées à Djibouti. Le général Sébastien a été accueilli avec les honneurs dus à son rang par les troupes d'honneur de la garde-côte et les officiers de l'institution.
Le colonel Waïs Omar Borré a saisi cette occasion pour présenter les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne, ainsi que les infrastructures et les installations de cette institution. À la fin de la présentation, une riche discussion s'est établie entre les deux parties qui ont soulevé des points d'intérêt communs dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime de la mer Rouge et du détroit du Bab el-Mandeb, ainsi que les voies et moyens de renforcer la coopération et la collaboration entre les deux institutions dans le cadre des relations d'amitié de longue date entre la République de Djibouti et la France. La visite s'est poursuivie par une visite du centre d'instruction navale de la garde-côte durant laquelle le Comfort a eu l'opportunité de rencontrer les personnels de la garde-côte participant à différentes formations et rencontrer les instructeurs et les formateurs et ainsi avoir des échanges avec eux. La visite s'est poursuivie au centre médical du camp de Doralé durant laquelle le personnel soignant a pu exposer les capacités et les infrastructures de soins à la disposition des personnels et des familles de la garde-côte djiboutienne. La visite s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille, échange de cadeaux et une photo de famille immortalisant cette journée. La Direction nationale de la protection civile a clôturé hier matin au sein de la caserne des sapeurs-pompiers une cérémonie marquante la fin de la formation d'officiers de poste de commandement tactique. Les officiers de la protection civile, lors de cet événement, ont mis en avant les connaissances acquises pendant la période de formation. Cela démontre les progrès et les compétences de ces unités, tout en soulignant leur engagement envers la protection et la sécurité de la communauté. La formation leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences et des connaissances essentielles pour leur mission, en présence notamment du directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahamoud, le colonel Raphaël Garot, attaché de sécurité de l'intérieur, et deux officiers supérieurs français, ainsi que les officiers de la protection civile ont pris part à cette cérémonie. Rappelant que la formation de 2 semaines a été dispensée par 2 officiers expérimentés de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'engagement et le dévouement des officiers qui ont suivi une formation intensive axée sur le développement de compétences essentielles pour la gestion et le commandement en situation opérationnelle. Au cours de cette formation, les officiers ont acquis des compétences stratégiques et tactiques ainsi que des connaissances en gestion des ressources et coordination d'équipe. Cette étape cruciale dans leur carrière leur permettra de répondre efficacement aux défis complexes du terrain. La cérémonie, les officiers de la protection civile ont reçu des attestations. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par l'échange des cadeaux et la traditionnelle photo de famille. Grande fierté pour moi et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, et je vous remercie de l'accueil qui m'a été réservé à la DNPC et au milieu de tous les camarades sapeurs-pompiers. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous après vous avoir salué en début de cycle et de voir aujourd'hui l'achèvement de cette formation. Je crois que c'est toujours un moment important et marquant dans une carrière que de se voir remettre un diplôme, une attestation de stage qui consacre la montée en compétences individuelles, qui est le fruit des efforts que chacun d'entre vous consent dans ces formations. On écoute les propos du directeur général de la protection civile. Un honneur pour moi de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 24, si je ne me trompe pas, à octobre 2024, à l'issue de cette fin de formation chef de colonne, initiée par la coopération française en collaboration avec la direction de la protection civile, dont je remercie toujours mon conseiller ici présent et mon autre conseiller Chapon pour l'école internationale à vocation régionale. Je voudrais, mis à part cela, introduire aujourd'hui une personne qui nous est très chère et qui nous vient, qu'on a eu
l'occasion de l'inviter aujourd'hui, c'est le colonel Raphaël, qui est le nouveau ici à Djibouti, que je voudrais bien l'accueillir sur notre bateau pompier de la DNPC. Mon colonel, soyez le bienvenu à la DNPC. Merci beaucoup. C'est un honneur d'avoir ces hommes ici à Djibouti pour pouvoir vous dispenser cette formation chef de colonne. J'espère que vous avez pu entreprendre durant ces 2 semaines de formation pour les uns et pour les autres, l'intérêt qu'elle porte en ma personne et pour vous, cette formation chef de colonne. Je pense que c'est le summum en tant qu'officier, si je ne me trompe pas, dans notre métier de pouvoir faire. Il y a actuellement mon adjoint qui est en formation, commandant des opérations, directeur des opérations médicales en Tunisie, avec un médecin de la police, comme quoi la formation que nous réalisons n'est pas uniquement dans l'optique des médecins ou des sapeurs-pompiers officiers de chez nous, sapeurs-pompiers de la protection civile. Nous incluons aussi nos amis de la police nationale et nous sommes actuellement en train de former aussi une vingtaine de militaires qui nous a été copieusement recommandé par le général chef d'état-major des forces armées djiboutiennes, général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, pour lequel j'en profite de l'opportunité que j'ai ici de le remercier pour toute la confiance qu'il nous accorde pour pouvoir former des sapeurs-pompiers militaires qui seront disponibles dans toutes les casernes de l'armée djiboutienne. Ensuite, écoutons une réaction recueillie auprès des invités. Bien, bonjour, l'objectif principal de la formation, c'était de former les collègues djiboutiens à la fonction de chef de colonne et officier de renseignement et de moyens dans un poste de commandement de niveau colonne. Donc effectivement, c'est dans le cadre de la gestion opérationnelle et du commandement, c'est-à-dire la façon de gérer une intervention d'une ampleur relativement importante. C'est-à-dire qu'une fois que les chefs de garde ont fait leur travail, effectivement, on passe au niveau supérieur et on passe au niveau chef de colonne. Donc c'est normalement un capitaine qui vient prendre l'intervention en cours et la gérer. Donc on leur a donné les outils pour faire une analyse de ce qui se passait, de gérer l'intervention et ensuite de répartir leurs adjoints sur les différents secteurs qui sont propres à l'incendie, le secours à personne, l'alimentation, voire les risques technologiques. Autre actualité nationale toujours, l'ANC en collaboration avec le ministère de l'Humanfop et le MFF ont clôturé la campagne de sensibilisation sur la protection des enfants contre les méfaits de l'Internet. Ces séances de sensibilisation et d'information ont été organisées dans les établissements scolaires tels que le collège de Boulaos et le lycée de Hodan 4. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif de faire connaître les risques de ce méfait de l'Internet aux parents et aux enfants. Cette sensibilisation, sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques et d'utilisation du numérique et mettre à leur disposition les outils nécessaires pour avoir le bon réflexe et avoir un comportement responsable. Les équipes chargées de la sensibilisation ont sensibilisé les parents et les jeunes sur le danger du monde du numérique. Ceci a aussi permis d'éveiller la conscience des parents sur certains dangers de l'Internet. Ils utilisent Internet d'une manière responsable et sécuritaire. Cette campagne a débuté le dimanche. Nous sommes allés même voir le CDC. Donc, il y a une partie qui est même dédiée aux parents. Nous accueillons, nous invitons aux parents d'accompagner leurs enfants afin qu'ils utilisent Internet d'une manière sécuritaire et responsable. Direction Arta, où ce mardi 22 octobre 2024, la ville d'Arta a franchi une étape importante dans la promotion de la culture et du savoir avec l'inauguration de la médiathèque régionale, un projet novateur financé par l'ambassade de France à Djibouti dans le cadre du FEF OIC 2024. Cet événement organisé au siège de l'association Entraide d'Arta a rassemblé les principaux acteurs du développement culturel de la région, dont le préfet d'Arta, M. Hassan Dabele, le président du conseil régional, M. Ilmi Bergoud Adeh, le préfet de l'association Entraide d'Arta, M. Ali Mohamed, ainsi que de nombreux chefs d'établissement, sages-femmes et représentants de la jeunesse. La médiathèque, la première du genre dans la région, représente un investissement culturel majeur avec un catalogue de 900 œuvres. Elle devient un lieu d'accès privilégié au savoir pour les habitants d'Arta. Le projet comporte également deux autres volets essentiels, le soutien à la lecture pour 100 élèves du 6e des deux collèges d'Arta, Hassan Goulet et collège d'Arta, ainsi que l'organisation
de 2 caravanes de la lecture à Omar Djaga et Karta. Ces initiatives visent à étendre l'accès à la lecture au-delà du mur de la médiathèque et à toucher les zones rurales. L'ambassade de France, par le biais de ce financement, renforce les liens de coopération culturelle avec la région d'Arta, inscrivant ce projet dans une perspective de développement durable. La mise en place d'un prix régional de la lecture et de l'écriture prévue dans le cadre de ce projet. Cette journée restera gravée dans les mémoires comme celle où Arta a ouvert un nouveau chapitre dans son histoire culturelle. On écoute le préfet d'Arta, M. Hassan Dabel Ahmed, qui a rappelé l'importance de ce projet. Aujourd'hui, à l'ère où le numérique a vraiment dépassé, bien sûr, les livres, les élèves ont passé, c'est vrai, au numérique. Donc, les gens commencent à un moment à s'éloigner des livres. Donc, pour cela, l'ambassade de France et l'association d'entraide ont eu ensemble cette initiative de mettre en place ici une médiathèque. Donc, c'est une bonne initiative, louable, que bien sûr, je ne vais pas tarder à remercier ou féliciter les initiateurs de ce projet. En premier, M. Ali Mohamed, président, et son équipe qui nous ont accueillis ici. C'est dans la journée du 23 octobre 2024 à 19h que le centre opérationnel de la gendarmerie nationale alerte les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière qu'un accident de circulation routière mettant en cause un camion et remorque transportant un conteneur de 40 pieds survenu au rond-point de Doralé. En effet, le camion en question venait du port du DCT, se dirigeait vers la zone d'entreposage numéro 8, roulait à vive allure, arrivé au sens giratoire du rond-point de Doralé, a mal négocié le virage. À la suite de cette manœuvre imprudente et par défaut du lock de sécurité de la remorque, le conteneur est tombé sur la chaussée en bloquant partiellement la voie. Immédiatement, les gendarmes de l'escadron de la sécurité routière arrivent sur les lieux. Ils parviennent dans un premier temps à assurer la fluidité de la circulation. Après les constatations d'usage, l'équipe de la grue a réussi dans un temps record à débalayer la voie tout en mettant le conteneur de 40 pieds sur le camion. Suite à cet incident, la DPCR porte à l'encontre du transporteur pour une mise en danger de la vie d'autrui et dégradation de la chaussée. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans le titre, le ministère libanais de la Santé a déploré ce jeudi 19 morts et 118 blessés. Les détails avec ma collègue Fardous. Au Liban, les frappes israéliennes ont fait 19 morts en 24 heures. Ces nouvelles pertes portent à 2593 morts et 12 119 blessés, le nombre total des victimes libanais depuis le début des hostilités entre le Hezbollah et l'État hébreu le 8 octobre 2023, soit au lendemain de l'opération Déluge d'Al-Aqsa. L'agence presse nationale du Liban a rapporté que l'attaque comprenait 4 frappes dans une banlieue au sud de la capitale, ayant détruit 6 bâtiments, provoqué des incendies qui se sont étendus sur une large zone. Toujours au Moyen-Orient, au moins 17 Palestiniens ont été tués jeudi dans une frappe israélienne sur une école transformée en abri pour déplacer à Nusrat. Toujours avec ma collègue Fardous pour le reportage. À Gaza, l'occupation israélienne a visé l'école des martyrs à Nuseirat et le premier bilan étant de 17 morts, il y a des dizaines de blessés, dont certains dans un état critique. Le bilan a été confirmé par l'hôpital de la ville qui a précisé qu'il s'agissait d'une frappe israélienne. La guerre israélienne à Gaza, lancée depuis le 8 octobre 2023, a sérieusement compromis le développement économique, social et culturel de l'enclave palestinienne avec une multiplication par 2 de la pauvreté. L'évaluation suggère un plan global de relèvement et de construction. En plus des 280 millions de dollars d'aide humanitaire, 290 millions de dollars doivent être alloués chaque année à l'appui d'initiatives de relèvement. Des initiatives à même de remettre l'économie palestinienne sur la voie de la relance d'ici 2034 selon les experts du PNUD, mais ce scénario ne peut se réaliser que si les efforts de redressement ne font l'objet d'aucune restriction. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.